Bienvenue à notre série de leçons concernant les structures de données et les techniques de programmation. Je suis Abdellatif El Faker, professeur Abdellatif El Faker de l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, donc à l'université Mohammed V de Rabat au Maroc. Notre cours de structure de données, en fait, il va comporter 25 leçons. Donc, on va parler au cours de ces leçons-là des différentes manières d'organiser les données et des différentes manières de traiter les données d'une façon, disons, automatique ou en utilisant l'outil informatique. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'objectif ou les objectifs du cours. Alors, tout d'abord, nous allons regarder comment est-ce qu'on peut pas, grosso modo, comment est-ce qu'on va passer du problème concret au programme, comment est-ce qu'on va passer d'un problème réel à un problème, disons, informatique. Nous traiterons aussi les concepts, et surtout les concepts utilisés pour traiter ces informations. Donc nous parlerons des structures de données utilisées pour la mise en œuvre de ces concepts. Bon, on verra que en fait, ces concepts sont généralement utilisés de façon fréquente, donc on doit les réutiliser et les reformuler généralement donc, dans un problème informatique, et c'est ce qu'on va étudier dans ce cours-là. Alors, évidemment, nous parlerons des concepts et nous parlerons de l'organisation sous forme de structure de données. Évidemment, donc, on doit mettre en œuvre ces informations ou ces structures de données. La mise en œuvre, bien, on peut utiliser n'importe quel langage algorithmique, mais nous avons opté pour utiliser un langage structuré, le langage C. Nous allons donc mettre en œuvre nos structures de données en utilisant le langage de programmation C, et nous allons voir qu'on va présenter pendant un certain nombre de leçons quelques notions pour être au niveau, disons, de ce langage-là, si vous n'êtes pas au niveau. Bien, alors nous présenterons, alors toujours dans un langage algorithmique ou un langage C, les méthodes et les algorithmes pour implémenter les structures de données. Évidemment, vous aurez besoin de connaître un certain nombre de petites choses. Disons, il faut connaître la programmation structurée, il faut avoir déjà une idée sur un langage de programmation, notamment donc un langage structuré tel que le langage Pascal, le langage C ou un autre langage. Voici pour les prérequis. Alors, on va passer tout de suite au plan de notre cours. Donc le cours, il est réparti, il est divisé en un certain nombre de blocs. Donc il y a un premier bloc, on va parler des compléments de langage C. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître, qu'on va présenter pendant pendant 9 leçons. Et puis on parlera de la conception des programmes, c'est-à-dire du passage du problème réel, du problème dans le monde réel à un programme informatique. Nous traiterons les structures de données les plus utilisées. Alors nous avons divisé un petit peu en deux classes. Nous parlerons des structures de données linéaires et des structures de données non linéaires. Pour le premier bloc, c'est-à-dire le bloc concernant le langage C ou le complément au langage C, eh bien, la première leçon va traiter des instructions de contrôle en C. Donc on va parler des instructions de conditionnelles, on va parler des instructions conditionnelles par cas et des instructions itératives. Nous parlerons du concept de boucle, donc la notion de boucle, la notion de comptage, la notion de cumul. Donc toutes ces notions-là vont être traitées pendant cette leçon. Évidemment, c'est juste pour vous préparer pour suivre correctement la suite du cours. Nous traiterons pour la leçon numéro 4 des fonctions en C. Et là, nous allons voir que à la base du langage C, en fait, il y a la modularité, c'est un langage très modulaire, et il est basé sur les fonctions. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut déclarer, comment est-ce qu'on peut définir les fonctions en C. Bon, évidemment, nous parlerons donc de la modularité en C. Nous parlerons des différents types de passages de paramètres, le passage par valeur ou le passage par adresse. En fait, on verra qu'il y a un seul mode de passage, qui est le passage par valeur, mais on peut construire l'autre mode qui est le passage par adresse. Donc nous verrons en leçon 4 les fonctions en C et comment les construire. Dans la prochaine leçon, nous allons parler donc de
la leçon numéro 5, nous allons parler des structures en C. En fait, ce sont des enregistrements qu'on retrouve dans la plupart des autres langages. Donc, généralement, les informations sont structurées sous forme d'enregistrement. On a un objet, c'est un ensemble d'informations structurées sous forme d'enregistrement. Alors, c'est quelque chose qui va nous servir pour sauvegarder ces informations dans des fichiers. Donc, c'est très pratique. On va voir cette notion de structure en C. Alors, évidemment, on verra les structures, mais aussi une autre notion qui est très liée, c'est la notion d'une. Dans la leçon numéro 6, eh bien, on parlera justement des fichiers ou de la notion de stockage des informations. Et les fichiers en C sont généralement réputés réputés compliqués. Eh bien, on va essayer de simplifier un petit peu cette notion de fichiers en C. Donc on verra la gestion des fichiers en C. On verra comment est-ce qu'on peut créer et comment est-ce qu'on peut manipuler les fichiers à travers un certain nombre de petits exemples qui sont évidemment écrits en langage C. Alors pour la leçon numéro 7, on parlera là, on passe à un autre type, disons, de type. Hein. Donc, on était dans des types relativement simples. On passera à des types composés et on parlera de tableaux. Alors, la notion de tableau, c'est tout simplement la notion d'un ensemble d'objets qui ont le même type, qui sont homogènes. Donc, on parlera des tableaux. C'est très important de connaître les tableaux en C et on verra comment est-ce qu'on peut les implémenter. On parlera donc de tableaux statiques. Alors, on verra les tableaux d'une façon, disons, conceptuelle, mais on les verra surtout comment est-ce qu'on peut les implémenter au niveau de la machine. Comment ça apparaît au niveau de la machine, et surtout on verra comment ils sont très liés à une autre notion qui est très utilisée en C, qui sont les pointeurs. Dans la leçon numéro 8, alors justement, on passe de cette allocation statique vers l'allocation dynamique, c'est-à-dire où le programmeur prend en charge la réservation en mémoire, que ce soit des tableaux ou autres. On verra l'allocation dynamique et on parlera donc de comment est-ce qu'on peut allouer d'une façon programmée des ressources mémoire. Alors, on parlera de l'allocation dynamique parce qu'il y a un certain nombre de problèmes que pose l'allocation statique, c'est-à-dire l'allocation prise en charge par le compilateur. Donc on parlera de l'allocation dynamique, on parlera de la notion de pointeur par la même occasion. Alors, dans la leçon numéro 9, et là, ça termine notre bloc de compléments sur le langage C, on parlera des chaînes de caractères. Et là, on est entre les deux, entre les tableaux et les pointeurs, et on verra que le traitement des chaînes de caractères, il faut bien comprendre ces choses-là, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut traiter les chaînes de caractères, parce qu'on peut avoir un certain nombre de problèmes au niveau de l'exécution, au niveau de la mise en œuvre des programmes, si on n'a pas bien compris la notion de chaîne de caractères. Donc, on verra dans cette leçon, donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les chaînes de caractères, comment est-ce qu'on peut utiliser les pointeurs pour implémenter les chaînes de caractères, c'est ce que j'avais dit, c'est une source d'erreur pour les programmes. On verra en fait comment est-ce qu'on peut travailler de façon générale en utilisant les chaînes de caractères et donc la notion de pointeur, et on verra aussi la relation entre chaînes de caractères, tableau et pointeur. Donc ces choses-là, on les verra au cours de la leçon numéro 9, et on aura terminé avec ce bloc numéro 1. Alors, le bloc numéro 2, en fait, il va commencer avec la leçon numéro 10, et là, on va parler de l'analyse des problèmes. C'est-à-dire, on va essayer de présenter un certain nombre de mécanismes, j'allais dire des méthodes, de passage d'un problème réel vers un problème, disons, informatique ou un algorithme ou un programme. Voilà, donc il y a un certain nombre de méthodes d'analyse. Évidemment, il n'est pas dans notre esprit ici de vous présenter les méthodes d'analyse et de conception, mais plutôt deux méthodes simples pour un certain nombre de règles pour construire un bon algorithme et un bon programme. On parlera des méthodes d'analyse ascendantes et descendantes. Et on verra comment est-ce qu'on peut passer donc d'un problème réel à sa solution informatique. Voilà, donc évidemment là, le passage d'un problème réel à la solution informatique nous impose un certain nombre de critères, notamment des critères de qualité. On passera en revue ces critères de qualité, ou quelques-unes de ces critères de qualité, notamment le coût, et on parlera de la complexité après. Alors, justement,
Dans la leçon numéro 11, on parlera de la complexité des algorithmes, c'est-à-dire du calcul du coût d'un algorithme. Une fois qu'on a construit la solution informatique, donc on a le problème réel, on passe à la solution informatique, eh bien, comment est-ce qu'on va juger cette solution informatique? Comment est-ce qu'on va dire qu'elle est viable ou non? Eh bien, on va calculer un coût. Eh bien, ce coût s'exprimera par ce qu'on appellera la complexité algorithmique. Généralement, on parlera de la vitesse d'exécution. Voilà, donc la leçon numéro 12 sera consacrée à une série, enfin, ça serait un début d'une série de présentations d'un certain nombre d'algorithmes qui se répètent dans la résolution de problèmes informatiques, notamment les problèmes de recherche et les problèmes de tri. On commence dans la leçon numéro 12 par les méthodes de tri. Donc, les méthodes de tri, c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut classer les informations pour les retrouver d'une façon optimale. Eh bien, on va regarder quelques méthodes de tri. La recherche, évidemment, se fera selon une clé, et on parlera des principales méthodes de tri qui sont connues. Je dis bien principales, il y en a des dizaines, donc on va parler de quelques-unes pour avoir une idée des méthodes de classification, ou des méthodes plutôt de tri. Alors justement, dans le même ordre d'idées, toujours, la présentation des algorithmes existants, eh bien, on parlera des méthodes de recherche. Donc, rechercher l'information, c'est tout simplement retrouver une information quelque part, stockée en mémoire interne ou stockée dans les périphériques. Alors, on va présenter les principales méthodes de recherche et on va donc les classifier selon la complexité. Alors, j'avais dit tout à l'heure que la recherche se fera en mémoire ou en disque. Nous, on s'intéressera beaucoup plus au niveau de la recherche en mémoire, tout en sachant que la recherche en disque, bon, ça impose quelques autres dispositions, mais en fait, ça peut être le même principe. Donc, on parlera de recherche interne et de recherche externe. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de ces méthodes que je vous présenterai sont présentes dans un certain nombre de librairies standards. Je vous dirai un petit mot sur ces librairies. Alors, avec la leçon 14, eh bien, on va traiter des problèmes, disons, a priori, qui n'ont aucune solution, enfin, ils ont des solutions, mais ils n'ont pas de solution a priori, c'est-à-dire on ne la voit pas dès le début. Donc, ce sont des problèmes type, par exemple, le problème du sac à dos, le problème des 8 rennes, etc. Eh bien, on verra qu'il y a des solutions quand même, et ces solutions, c'est ce qu'on appelle le backtracking, ou la recherche, ou le retour en arrière. Donc, on verra dans la leçon numéro 14 des problèmes qui ne sont régis par aucune ou presque règle de résolution. D'accord? La leçon, donc on verra un certain nombre d'exemples que je vous présente ici, donc les 8 rennes, etc. Alors, la leçon numéro 15, on a présenté un certain nombre d'algorithmes pour vous mettre un petit peu dans le bain, pour vous dire un peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Maintenant, on monte d'un cran pour vous dire que les structures de données qu'on a utilisées, ce sont des structures, en fait, ce sont des types relativement simples, même si ils sont complexes au niveau de l'organisation. Là, on va retrouver des types de données un peu plus compliqués, non pas au niveau de la mise en œuvre, mais au niveau de la conception du concept. Ces types de données, en fait, ces structures de données sont très utilisées et réutilisées. Alors, parmi ces types de données, nous avons les structures de piles. On verra que les structures de piles sont relativement très utilisées dans le monde réel, mais aussi en informatique. On parlera de la manipulation des piles, donc on la définira, puis on parlera de comment est-ce qu'on peut la manipuler, de différentes opérations qu'on peut faire sur les piles. Alors c'est très important de comprendre que là, on va parler des concepts, et surtout des concepts, et bien sûr on parlera de la mise en œuvre, mais on parlera surtout des concepts qu'il faut bien assimiler. Dans la leçon 16, bon, là, je présente un petit peu le concept de pile. Enfin, on va voir qu'il va modéliser un certain nombre d'opérations qui suivent une stratégie particulière, last in, first out. Et ça serait
je pense que ça serait très bien compris si je vous le présente sous forme de quelques exemples. Dans la leçon numéro 16, on parlera d'un concept qui est relativement intéressant, très important à comprendre, et en fait ça régit un certain nombre de problèmes, mais surtout d'autres concepts informatiques, tels que les boucles, etc. On parlera dans la leçon numéro 16 de la récursivité. Alors, évidemment, c'est un concept qu'on présentera en général. Bon, la récursivité, c'est lorsque une fonction appelle elle-même, grosso modo. On parlera donc du concept du point de vue d'un utilisateur simple, du point de vue d'un programmeur, mais aussi du point de vue du compilateur lors des appels de fonctions, etc. On va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure dans la leçon numéro 15, c'est-à-dire les piles, pour mettre en œuvre les appels récursifs. Dans la leçon numéro 17, alors toujours dans dans la même suite d'idées, on parlera des structures de données de files d'attente. Ce sont des structures de données en fait qui sont très utilisées quand on fait par exemple donc ce sont des structures de données. Quand on fait, par exemple, on veut imprimer un certain nombre de choses sur une imprimante, eh bien, les documents à imprimer se mettent en file d'attente. Quand on exécute des processus dans un système tel que Unix, eh bien, ils sont ordonnancés dans une file d'attente. Autrement dit, la structure de file, on la retrouve dans la plupart des problèmes informatiques, mais on la retrouve dans le monde réel, en fait, une file d'attente devant un arrêt de bus. Donc on regardera donc, les structures de données piles. Alors, toujours le concept, évidemment, on s'intéressera beaucoup plus au concept et on parlera des implémentations des files d'attente. On verra que la plupart des problèmes donc, qui sont régis ou qui suivent une stratégie first in, first out, autrement dit le premier arrivé et le premier servi, eh bien, peuvent être modélisés en utilisant ces structures de données de file. Évidemment, on présentera quelques exemples, toujours pour illustrer. La leçon numéro 18, eh bien, elle sera consacrée à un type de données donc, dynamique. Tout à l'heure, on avait parlé généralement de types de données qu'on peut implémenter de façon statique. Là, on parlera de types de données dynamiques lorsqu'on a un nombre très important d'informations. On parlera des listes chaînées d'informations. Alors, les listes chaînées, ce sont des structures donc, dynamiques. Évidemment, là, on vient pour combler un certain nombre de carences concernant les structures de données statiques. On présentera donc l'implémentation des listes. On présentera donc les différentes opérations d'ajout, de suppression, de mise à jour. Et on verra surtout comment est-ce qu'on peut utiliser les listes chaînées, notamment lorsque le nombre d'éléments, le nombre d'enregistrements est très important. Alors, justement, les listes chaînées, bon, ça résout un certain nombre de problèmes, mais en fait, ça ne résout pas tous les problèmes. Et on va passer à un autre type de problème, c'est-à-dire on a des listes chaînées, mais un peu plus complexes, c'est-à-dire où on va aller dans un sens et dans un autre, c'est ce qu'on appellera dans les listes chaînées complexes. Complexe, c'est un mot pour dire tout simplement, ils sont un petit peu plus compliqués, c'est-à-dire on a plusieurs liens, on va de là à là, donc plusieurs liens pour mettre en œuvre les informations. Alors, donc c'est ce que je vous décris ici. Donc la nature du problème traité peut imposer l'utilisation d'une liste complexe. En fait, on verra cette nature quand on présentera des exemples. Toujours pour les listes chaînées complexes, eh bien, on verra les listes à double chaînage et les listes circulaires. La leçon numéro 20, bien, on avait parlé d'un certain nombre d'algorithmes, comment on construit les programmes, un certain nombre d'algorithmes, des structures de données statiques, structures de données dynamiques. On va faire une petite pause, en fait, dans la leçon numéro 20, pour voir un petit peu, mais statique et dynamique, là, on donne la main au programmeur pour allouer de l'espace mémoire. Et comment il va allouer de l'espace mémoire? Il faut qu'il gère un petit peu la mémoire. On va parler de la gestion de mémoire d'une façon très précise. On va parler de la libération explicite, c'est-à-dire prise en charge par le programmeur de la mémoire. Donc la libération explicite, et on va parler de
libération explicite, ça veut dire qu'il faut ramasser au niveau de la mémoire les choses qui ne sont pas utiles. C'est ce qu'on appelle un ramassage de miettes, un garbage collector ou un GC. La leçon numéro 21, il traitera toujours de ces problèmes de recherche, mais où on a maintenant compris la structure de liste, etc. Donc on peut aller un petit peu plus loin dans le domaine de la recherche. On parlera de la recherche en table, on parlera surtout de la recherche d'une partie de l'information, c'est-à-dire on a des informations qui sont stockées, et on peut retrouver une information à travers une information, donc une information à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appellera donc de la recherche calculée ou du hashcoding. On verra comment est-ce qu'on peut rechercher d'une façon très optimale, comment est-ce qu'on peut construire des algorithmes très très performants pour rechercher une information en utilisant une partie justement de cette information. Et puis, la leçon numéro 22, en fait, on a une série de 3 leçons consacrées à une structure de données. Là tout à l'heure, on était passé des listes. Là, on va passer aux arbres. Ce sont des structures de données qui sont généralement dynamiques et ce sont des structures qui ne sont pas homogènes. En fait, il y a une série de 3 leçons concernant les arbres binaires. Généralement, on utilise les arbres quand on a un problème où on doit choisir, on doit faire plusieurs choix. Au départ, donc, on parlera de sa structure de données. Alors, je cherchais mon mot. Donc, en fait, ce sont des structures non linéaires. Donc, ils ne suivent pas une certaine homogénéité, disons, au niveau du chaînage. Et donc, on parlera des arbres binaires. Alors, on va parler des arbres, puis après des arbres binaires, on parlera très particulièrement d'un certain nombre de type arbres, d'un certain nombre d'arbres, notamment les arbres binaires de recherche. Dans la leçon numéro 23, là c'est un autre type d'arbre. En fait, on va voir que les différentes opérations qu'on peut faire sur les arbres n'est pas exactement le même que sur les listes et sur les piles et les fils, par exemple, parce que ça impose un certain ordre, et on va voir que pour les arbres binaires de recherche, on va parler d'un ordre horizontal, puis là, il faut étudier un autre ordre vertical. Et l'horizontal et vertical, en fait, ça dépend tout simplement de comment est-ce qu'on peut classifier les informations ou les clés des informations dans cet arbre. Il faut bien imaginer un arbre comme un arbre. Tout à l'heure, je présenterai une image de l'arbre. Alors, on parlera des arbres, ici dans la leçon numéro 23, on parlera des arbres complets qui sont ordonnés verticalement. Ça nous servira pour une méthode de tri. Et là, vous voyez qu'on passe de recherche vers le tri. Ce sont des arbres binaires de recherche. Une méthode de tri qu'on appelle le upsort, qui est assez performante. Alors, on parlera aussi d'un problème utilisant les arbres, le problème de compression de données. Ça serait un exemple pour illustrer l'utilisation des arbres binaires et des arbres binaires ordonnés verticalement. Alors, dans la 3e partie des arbres, c'est la leçon numéro 24, on parlera des fichiers indexés, et notamment on parlera des B-arbres. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser la notion d'arbre et la notion de stockage d'informations dans des fichiers, comment est-ce qu'on peut cumuler ces choses-là pour stocker convenablement et rechercher surtout l'information dans des fichiers. Alors, la dernière leçon concernera une structure de données dynamique, non linéaire. Les graphes, c'est un petit peu une généralisation des arbres. On avait commencé par quelque chose de plus particulier, les arbres, et on termine par quelque chose de plus général, les graphes. Et on verra donc les structures de données, la structure de données graphes, comment est-ce qu'on peut la définir. Évidemment, ce n'est pas dans le cadre de cette leçon de voir, ce n'est pas ici qu'on va voir les graphes, mais juste une petite vision des problèmes qui peuvent être posés et qui peuvent être résolus et qui peuvent être modélisés en utilisant les graphes. Voilà, donc les problèmes de réseau informatique, les problèmes de réseau routier, donc tous ces problèmes-là peuvent être vus. La leçon 25 donc, traitera des différentes représentations de graphes, comme j'avais dit, et elle traitera surtout des méthodes de recherche dans un graphe, parce que c'est là où on a un certain nombre de problèmes. Donc on parlera des problèmes généraux de parcours dans un graphe.
et de quelques applications. Alors, sous tour d'horizon, c'était pour vous dire que voilà le cours, comment il est orienté, comment il est ordonné, comment et on peut se placer, on peut se placer convenablement dans ce cours, dans l'une ou l'autre des leçons. Évidemment, il y a un certain nombre de bouquins, il y a un certain nombre de livres, et il serait très important d'avoir au moins un sous la main. Donc là, je vous présente une liste, mais vraiment pas une liste exhaustive, donc c'est une liste très très réduite. Alors je vais commencer par un bouquin, il est assez ancien, en 87, Les structures de données cours et exercices, donc de Simon Lipschutz. Je pense qu'il est très important de voir un livre qui n'est pas très moderne, enfin disons, il est très ancien, mais c'est très important d'avoir des livres de référence comme celui-là. Je vous recommande aussi un livre de Michel Divet, donc Algorithmique et structure de données, cours et exercices en langage C, chez Dunod. Un troisième livre, donc Algorithme en langage C, Sedgevic, chez Dunod, donc en 2001. Voilà ces livres-là. Vous pouvez un de ces livres-là, ou un autre d'ailleurs, concernant. Alors, ce dernier, il est. En fait, là, il y a des algorithmes, des structures de données en langage C, on peut retrouver dans d'autres langages. Ce n'est pas obligatoirement l'objectif, en fait. Ce n'est pas le langage, mais ce sont les concepts. Alors, là, on a parlé. On a fait une présentation très générale. Maintenant, il reste à vous montrer un petit peu le comment de la chose. Si vous voyez un peu l'organisation des données, quand on parle de l'information, on parle de données. C'est quoi les données? C'est tout simplement la représentation qu'on donne, nous, en tant qu'informaticien, en tant que programmeur, qu'on donne à l'information. L'information, on peut la représenter de différentes façons. Quand on a l'âge, c'est une information. Quand on a le nom, c'est une information. Alors, comment est-ce qu'on la représente? Eh bien, on peut la représenter avec un nombre, etc. Mais, grosso modo, une donnée, c'est tout simplement une valeur. Alors, une valeur qui a un type, on va parler de valeur entière, de valeur caractère, valeur chaîne de caractères, etc. Ça, c'est l'organisation des données. Alors, l'organisation des données, ça suppose aussi la connaissance de l'organisation, de la hiérarchisation de ces valeurs-là. Quand on parle de salarié dans une entreprise, on parle de son nom, de son numéro de sécurité sociale, de son âge, etc. Donc il faut organiser ces choses-là. Alors généralement, les informations sont organisées d'abord en champs, c'est-à-dire c'est des valeurs simples, un nom, une date de naissance, c'est des champs. Les champs sont regroupés en enregistrement. Hop, un salarié, c'est un enregistrement, et puis sauvegardé généralement dans un fichier. Ça, c'est l'organisation généralement hiérarchisée sous cette forme-là. Alors, évidemment, quand vous construisez une hiérarchie ou une organisation de données, il faut que ça suive une certaine logique. Et la logique, c'est la logique du problème réel que vous traitez. Il ne s'agit pas de donner le nom d'un salarié avec le type d'un bus, etc. Enfin, c'est une organisation qui suit une logique, évidemment, du problème réel. Alors, je prends ici un fichier de personnel. Tout à l'heure, bon, je l'ai présenté un petit peu avant. Si vous prenez un salarié, donc connu ou référencé par son nom, son âge, son numéro de sécurité sociale, eh bien, toutes ces informations-là, chaque information, nom, c'est un champ, âge, c'est un champ, numéro, c'est un champ, et le tout, ça forme un enregistrement, et vous avez une valeur qui est Nadine, par exemple, 34, 133, etc. C'est une valeur, c'est une information complète composée de champs. Généralement, on a une information très particulière, c'est ce qu'on appelle la clé primaire. C'est une information qui permet de trouver les autres informations. C'est une information qui est définie de façon unique pour toute personne. Ici, ce sont des salariés, pour tout enregistrement. On doit penser, quand on est en train de gérer un certain nombre d'informations, on doit penser évidemment à l'organisation, mais on doit penser aussi à l'espace de rangement, à l'espace de stockage. Généralement,
tout le travail, on a parlé de tri, de recherche, etc., se fera en mémoire centrale, mais on parlera aussi de mémoire secondaire ou de périphérique, c'est-à-dire les fichiers, pour stocker ces informations, pour pouvoir les récupérer après, pour faire de la recherche si on veut. Alors, quand on parle du stockage, on parle de la gestion du fichier, on parle de la gestion des bases de données. Il faut bien vous dire tout de suite que, en fait, la gestion des fichiers, ça sort un petit peu du cadre de notre cours. Évidemment, on parlera des fichiers, mais on ne parle pas de la gestion de fichiers. La même chose, des systèmes de gestion des bases de données, là, ça sort aussi du cadre de notre leçon, mais en fait, là, les systèmes de gestion de bases de données utilisent tout simplement la notion de fichier, des manières de stocker, de rechercher qui sont optimales. Alors, l'organisation de données, comme j'avais dit, quand on organise sous forme de champs, etc., ça doit suivre une certaine logique du problème réel. Eh bien, ça doit aussi, il doit y avoir un lien effectif entre les données, entre les champs dans la structure, dans l'enregistrement. On arrive à un autre objet de toutes ces leçons, de ce cours-là, ce sont les structures de données. Maintenant, on a une organisation. Maintenant, comment est-ce qu'on va concevoir une sorte de mise en œuvre? Là, c'est l'organisation plus l'implémentation, plus les opérations, etc. Et là, on va parler de la structuration. L'organisation, c'est un petit peu... Là, c'est un petit peu plus que l'organisation, c'est la structuration de données. En fait, on a ces informations-là. Maintenant, on va les mettre dans un tableau, par exemple. Salarié, 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 dans un tableau homogène, un tableau linéaire. On peut le mettre, par exemple, dans une liste chaînée où un salarié peut connaître un autre salarié qui connaît un autre salarié. On va voir tout à l'heure un exemple. On peut aussi les mettre dans une structure d'arbre ou une structure de graphe. C'est ce qu'on appelle les structures de données. Alors, grosso modo, donc, les structures de données, pour revenir un petit peu tout à l'heure, donc les structures de données, c'est une façon tout simplement d'organisation logique et physique de l'information. Alors, on utilise les tableaux linéaires généralement quand on a un certain nombre d'éléments de données qui ont le même type, qui sont similaires. Une autre façon d'organiser les données, c'est d'utiliser les listes chaînées. Alors, en fait, là, on va présenter un petit exemple. On va regarder un fichier donc, géré par un agent de change. On va voir ici donc, un ensemble de vendeurs, Smith, Robert, qui gère un ensemble de clients, Drew, Eve, Abdel, etc. On peut ranger ces informations-là concernant les vendeurs et les clients dans deux tableaux qui sont différents. Une autre façon de représenter, alors toujours, on a un tableau de clients, mais un tableau de vendeurs qui est un peu réduit, c'est-à-dire on élimine les redondances, mais dans le tableau de clients, on a un certain nombre d'informations. Ici, 3 veut dire tout simplement qu'Abdel est servi par le vendeur numéro 3 qui est Smith. Alors, en fait, ce type d'organisation de données va nous économiser un petit peu de l'espace parce qu'on a réduit le nombre de vendeurs au niveau de la table. Et évidemment, on a ajouté une autre table. On a économisé de l'espace parce que la représentation d'un entier, en fait, elle est ça demande moins d'espace mémoire que la représentation d'une chaîne de caractères. Alors maintenant, si à chaque vendeur donc, correspond plusieurs centaines de clients, alors ce qu'on peut faire, c'est à chaque vendeur, ici le vendeur Robert, eh bien on peut associer la liste de tous les clients. Le client numéro 2, le client numéro 4, le client numéro 7. C'est une façon de faire. Et c'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul pointeur, on aura plusieurs pointeurs qui sont liés au vendeur. Le problème, c'est que, chaque vendeur il est muni d'une série, d'une liste de pointeurs, et ça peut poser quelques petits problèmes. En fait, c'est des problèmes au niveau de l'insertion, de la mise à jour et de la suppression des clients. Il faut supprimer tous les éléments concernant dans ces listes-là. Alors, une autre façon de faire, c'est la suivante, c'est de dire que le vendeur Robert, il sert le client numéro 2. Et puis, le client numéro 2, qui est Bob, en fait, il connaît le prochain client, qui est le client numéro 4, et le client numéro 4, c'est Drew.
Drew, c'est un client de Robert toujours, et Drew, il connaît le prochain client. En fait, la liste des clients d'un vendeur donné n'est pas implémentée au niveau du vendeur, mais elle est implémentée au niveau de chaque client. Chaque client, il connaît le suivant, c'est-à-dire celui qui est servi après lui, si on peut dire. Alors, cette façon de faire, généralement, c'est la manière la plus courante, c'est ce qu'on appelle des listes chaînées. On va parler de chaînées parce que les clients sont chaînés, chacun connaît. Alors, généralement, on peut commencer à partir du début, le premier client, et chaque client connaît le suivant, et on peut arriver à définir, à dérouler toute la liste des clients. Alors, une autre façon d'organiser, c'est d'utiliser une structure d'arbre quand on a une hiérarchisation. Bon, ce n'est pas sur cet exemple-là, mais généralement, une autre façon d'organiser les données, c'est d'utiliser une structure de données arbre. Alors, je dis toujours, la notion d'arbre est liée à une notion de choix. En fait, c'est une notion d'organisation hiérarchique qui nous impose le choix des arbres. Si vous prenez un exemple, l'expression algébrique que j'ai ici, eh bien, on va voir que la représentation de cette structure mathématique dans une structure de données, eh bien, va refléter un petit peu quelque chose qu'on aimerait bien représenter, c'est la priorité des opérations. Je m'explique. C'est-à-dire, si vous prenez l'expression 4x plus y multiplié par 1 moins 2b à la puissance 3, on peut la représenter dans cet arbre avec, au niveau des feuilles, vous avez un arbre qui est inversé, vous avez des feuilles, vous avez les variables et les constantes, et puis à l'intérieur de l'arbre, jusqu'à la racine, vous avez des opérations, plus, moins, multipliées. Et on voit bien que le bloc qui est là, en fait, qui est la branche, c'est a moins 2b à la puissance 3 qui doit être effectué d'abord avant qu'on effectue la multiplication, ici. Et on voit bien la priorité de l'exponentiation par rapport à la multiplication ici. Eh bien, les piles, c'est une structure de données aussi qu'on peut utiliser. Tout à l'heure, on a utilisé les listes, on a utilisé les tableaux. Eh bien, les piles, c'est une structuration de données, généralement, qui peut être implémentée en utilisant les tableaux ou bien en utilisant les listes. Généralement, une pile, c'est une structure relativement simple où on peut ajouter quelque chose en haut et on peut enlever quelque chose du haut. On a une pile d'assiettes, une pile de bouquins, etc. Donc l'insertion et la suppression se font en une seule position. Les fils, eh bien, c'est un peu le même principe. Les fils d'attente, eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire, c'est pour le rangement des informations, et le rangement se fait cette fois-ci à 2 niveaux. C'est en queue, le dernier qui arrive se met en queue, ou bien je supprime, je serre le premier de la liste. C'est une stratégie qu'on appelle la stratégie first in, first out, c'est-à-dire la stratégie FIFO. Voilà. Et puis, dernière structure de données, les graphes. Eh bien, les graphes, ça permet d'implémenter, ça permet de mettre en œuvre ou de modéliser un certain nombre de problèmes qui peuvent être un petit peu analogues à ce problème de vol d'une compagnie aérienne et où je cherche un certain nombre d'informations. Alors, par exemple, les vols d'une compagnie aérienne entre ces villes-là peuvent être schématisés sous cette forme-là. C'est ce qu'on appellera un graphe. D'accord ? Donc les éléments sont liés, mais pas forcément hiérarchisés, c'est-à-dire on n'a pas forcément un arbre. On peut essayer de retrouver, par exemple, le chemin le plus court entre une ville et une autre ville, etc. Donc le type de problème qu'on peut traiter en modélisant donc avec l'utilisation des structures de données graphes. Alors toutes ces structures de données, tableau, liste, pile, arbre et graphe, eh bien, il faut les représenter, mais il faut aussi traiter les informations. Alors, il y a un certain nombre d'opérations de traitement qui sont relativement les mêmes pour toutes ces structures de données. Alors, on va parler d'opérations, donc, ce sont des opérations. Là, je vous dis que la structure de données choisie dans une situation dépend de la fréquence avec laquelle certaines opérations sont exécutées. Évidemment, l'influence des opérations sur le choix de la structure de données, c'est très important. Alors, parmi ces opérations, on note le défilement, c'est-à-dire accéder à une information donnée une fois,
accéder à une information, donc à un enregistrement, pour effectuer un certain nombre de traitements là-dessus. Une autre opération qu'on retrouve un petit peu toujours, c'est la recherche d'une information, que ce soit dans une liste, dans un arbre, dans un graphe, etc. Trouver l'information, généralement la position de l'enregistrement, selon une certaine condition, qui satisfait une certaine condition. Une autre opération concerne l'insertion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ajouter. Alors, le choix d'une structure de données peut être influencé par cette opération ou l'autre, la recherche. C'est-à-dire, on choisit telle structure de données parce que la recherche est simple. On choisit telle structure de données parce que l'insertion et la suppression sont des opérations simples. Voilà, donc l'insertion, la suppression, ce sont deux autres opérations qu'on étudiera tout au long de cette leçon. Alors, j'arrive donc à la fin de cette première leçon qui était réservée à la présentation générale de notre cours, donc les différentes leçons, et puis un vue d'ensemble, une introduction et une vue d'ensemble. On verra dans la prochaine leçon, donc on va commencer un petit peu avec les compléments langage C. D'ici là, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.